Bienvenue dans cette quatrième leçon du cours Paradigme de programmation avancée dans lequel nous allons introduire la notion de pattern matching et nous allons commencer à travailler avec des listes qui sont les structures de données qu'on utilise le plus souvent en programmation fonctionnelle. Ce chapitre fait usage de matériel issu du livre Programming in Scala de Martin Orderski, plus précisément les chapitres 15 et 16 de ce très bon livre. Avant de commencer la matière à proprement dite du jour, je vous propose de reprendre un tout petit peu ce que nous avions regardé la semaine passée sur la programmation orientée objet. Vous avez ici à gauche une classe en Java. Cette classe définit un attribut private final x de type entier. On retrouve ici un constructeur qui va assigner à l'attribut x qui se trouve ici la variable du paramètre qui est donné en argument. On a également deux méthodes à l'intérieur de cette classe. Une première méthode foo qui va additionner à l'attribut x le paramètre y et une deuxième méthode statique quant à elle qui va prendre deux arguments x et y et les multiplier. Le même code s'écrit en Scala de manière plus courte parce que on a ici le constructeur complet qui va nous permettre de définir une val qui sera privée à l'intérieur de la classe et qui sera utilisable dans toute la classe sample et qui est totalement équivalent à toute cette partie à gauche ici. La méthode, quant à elle, se définit à l'aide du mot-clé def, mais pour le reste, c'est semblable. Quant aux méthodes statiques, elles n'existent pas simplement en Scala. On définit pour les méthodes statiques un object qui va nous permettre de faire la même chose. Donc ça va nous créer d'une part un singleton à l'aide un singleton nommé sample et la méthode sera accessible ici comme cela. Donc c'est un slide assez important parce que même si on a vu ça la semaine passée, on n'a pas forcément appuyé sur ces détails. Et vous voyez comme la syntaxe nous permet d'écrire des choses plus courtes, mais en contrepartie, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut être conscient de cela. Les objectifs de la leçon du jour, c'est de, premièrement, comprendre ce qu'est le pattern matching et deuxièmement, de nous pencher sur la puissance des listes en programmation fonctionnelle. Alors pour faire ça, on va tout d'abord commencer par parler un petit peu du système de types de Scala pour être capable de comprendre ce qui se passe au niveau de l'inférence des types et des types en général en Scala. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au pattern matching et finalement, nous allons découvrir les listes. Commençons par nous pencher sur la question des types en Scala. Vous retrouvez sur ce slide la hiérarchie totale des types en Scala. Alors cette hiérarchie se lit du haut vers le bas et vous voyez que le supertype de tous les types c'est any. Donc on a avec les flèches qui se trouvent ici, à chaque fois une relation d'héritage, ça signifie que anyval hérite de any. Et puis elle correspond, cette classe any, à la classe object que l'on va retrouver par exemple en Java. C'est la superclasse de toutes les classes. On appelle ça la métaclasse. En dessous de cette classe any, on a deux grandes branches comme vous le voyez. Cette branche ici, c'est la branche des types à valeur, value types, et ici, on a les types référentiels, reference types. Et on va retrouver dans la partie de gauche, dans les valeurs, tous les types qui sont en réalité implémentés avec des types primitifs, comme par exemple double, float, long, int, etc. La flèche qui se trouve ici nous dit simplement qu'il existe une conversion automatique d'un type vers l'autre. En effet, on peut caster automatiquement un int vers un long sans avoir de risque de perte de la précision. Donc ça, c'est les conversions automatiques qui peuvent se passer. Et tous ces types-là, en fait, héritent de anyval, qui est là.
On va retrouver ici un type un peu particulier qui s'appelle unit. Unit, c'est l'équivalent à quelque part de void et on en reparlera tout à l'heure. Au niveau des types référentiels, maintenant sur la droite ici, ces types référentiels, c'est tous les types qui sont basés sur des références, donc des classes et des objets si vous préférez. Alors, cette classe NIREF, eh bien, elle a comme enfant par exemple string, mais on va retrouver toutes les classes Java standard, toutes les classes Scala standard également, qui peuvent potentiellement hériter de Scala Object, qui va lui-même hériter de NIREF. Et puis, dans ces types-là, on va retrouver un type list, qui lui-même héritera d'une séquence d'itérables, etc. On va voir ça en détail. Mais c'est là qu'on va se placer aujourd'hui. On a le type nul et le type nothing. Le type nothing, c'est le type le plus bas qui existe et qui est une sous-classe de tous les autres types. On verra que cette spécificité dans le typage de Scala est assez intéressante. Penchons-nous un peu en détail sur les trois grands types qu'on a vus au slide précédent. La métaclasse any est la base de tous les autres types. Elle contient les méthodes égal, différent de, equals, qui est la même chose que égal, la méthode hashcode, qu'on peut également écrire HH, toString, et également as instance of, qui va nous permettre de faire des castes, et is instance of, pour pouvoir voir si un objet est une instance d'une classe de manière dynamique. Je reparlerai tout de suite des méthodes qui se trouvent ici, lorsque je reparlerai de l'égalité. La méthode hashcode, quant à elle, nous permet de générer un hash à partir d'un objet, c'est-à-dire de générer un nombre qui nous permet de vérifier à quelque part, de générer sa signature pour pouvoir faire des opérations dessus. Le toString va nous permettre de créer une représentation textuelle à partir d'un objet, et les deux méthodes qui sont là vont nous servir à caster. Il n'existe pas d'opérateur de cast comme par exemple int foo en Java, on ne peut pas faire ça en Scala, on doit utiliser les opérateurs qui sont là. Regardons maintenant le type AnyRef. Alors AnyRef, c'est la base de tous les types référentiels. C'est un alias, en réalité, de java.lang.object si on utilise le backend JVM. Les méthodes proposées dans AnyRef sont EQ, NE, et ces deux méthodes-là nous servent à contrôler l'égalité de référence. C'est-à-dire, est-ce que on a, si par exemple on a deux objets et qu'on utilise EQ entre ces deux objets, ça va nous dire, nous indiquer, si ça pointe vers le même objet ou bien pas. Alors c'est rarement utilisé dans ce cas-là. Par contre, les méthodes qui se trouvent en haut ici vont nous permettre de vérifier de manière logique l'égalité entre deux objets. Est-ce que, par exemple, les contenus sont les mêmes, etc. La sémantique de ces opérateurs est plus forte que le EQ et NE qui est en dessous, qui est juste l'égalité référentielle. Et puis, finalement, AnyVal, ça va correspondre au type primitif en Java, mais on a bien ici des classes. Mais
behind the scenes, si vous voulez, eh bien, on aura les types primitifs en Java, c'est à savoir int, byte, long, etc. Le Java fait la différence entre les types primitifs et les types objets. Le système de types en Java est un peu particulier et pas très bien fait pour ça. En ce cas-là, eh bien, tout est un objet qui va hériter ou de anyval ou de anyref, bien entendu, mais l'implémentation sera différente. On a donc un système de type qui est plus régulier. On a vu également sur l'arbre des types qu'il existait un type null. Alors ce type null correspond au null en Java, attention avec une minuscule. C'est une valeur particulière en Java, alors qu'en Scala, eh bien, c'est un type, mais qui est très rarement utilisé. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Ce type est un sous-type, mais uniquement des types référentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut écrire quelque chose comme val x égale null, et on va avoir que le type de x sera null. Oups. On peut également écrire quelque chose comme val x string égale null, et on aura ici que le type de x c'est string avec la valeur qui sera null. Ici la valeur bien entendu était null également. Finalement, on peut essayer d'écrire quelque chose comme val x int égale null, et là par contre on va avoir un type mismatch, on ne peut pas faire ça. Alors, petite page historique maintenant sur l'invention du mot-clé null ou de la valeur null. Cette valeur a été inventée par Tony Hoare, donc Sir Tony Hoare, qui est d'une part l'inventeur de Quicksort, donc l'algorithme de tri extrêmement connu, mais également de la logique de Hoare qui porte son nom et qui sera utilisée dans la partie vérification du cours que vous verrez plus tard. Alors l'origine de ce null, eh bien, était lorsque Tony Hoare a développé un langage orienté objet, et il le dit dans une conférence qu'il a fait en 2009, conférence qui s'appelle The Billion Dollar Mistake pour les références nulles. Et il explique qu'en fait, c'était tellement facile d'implémenter des références nulles, parce que finalement c'est une référence sur une adresse particulière, qu'il l'a fait, mais cette simplicité, en fait, a amené à des nombres incalculables d'erreurs, de crash, de vulnérabilités qui ont probablement causé plus $1 milliard de souffrance et de dommages dans les 40 dernières années. Alors ces dommages, eh bien, ils sont très concrets, vous le savez, lorsqu'on a des objets qui sont nuls, eh bien, si on essaye d'exécuter des méthodes sur ces objets ou d'accéder à des attributs de ces objets lorsqu'ils sont nuls, on va avoir, par exemple en Java, une null pointer exception ou une segmentation fault en C++. Et eh bien, du coup, le problème, c'est que dans ce cas-là, on se retrouve avec une erreur qui apparaît que à l'exécution et puis pas à la compilation. Et ces erreurs dynamiques eh bien, sont très embêtantes parce qu'elles arrivent en général lorsque notre code est déployé à quelque part, et elles sont également difficiles à débugger. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, les langages de programmation modernes essayent de trouver des moyens de circonvenir à cette difficulté qui apparaît lorsqu'on utilise null. Je me permets sur ce slide de présenter quelques fonctions très utiles en Scala
qui sont définis dans scala.predef, qui est un objet compagnon qui est importé automatiquement. On en a déjà rencontré deux, assert et require, on les a vus. Il existe également les méthodes println, ainsi que ses variantes, printf, print, etc., qui permettent d'afficher quelque chose sur la console, la méthode readInt et ses variantes pour pouvoir lire quelque chose depuis la console. La méthode sys.error qui prend un message qui est un string en argument va afficher un message d'erreur sur la console. Quant à sysexit, eh bien, elle nous permettra de quitter notre programme immédiatement. Finalement, il existe également cette notation, 3 points d'interrogation, qui permet de marquer des méthodes qui ne sont pas encore implémentées. Imaginez que vous êtes en train de définir une méthode foo, qui par exemple prend un entier x en argument. Vous savez que vous allez en avoir besoin plus tard, mais vous n'avez pas encore eu le temps ou l'envie ou la possibilité de développer le corps de la méthode. Alors vous pouvez simplement écrire ça dans votre code, et du moment que vous n'appelez pas cette méthode, eh bien votre code va compiler et va être utilisable sans aucun problème. Donc c'est assez pratique pour pouvoir définir des méthodes dont temporairement on ne sait pas encore le code, mais qui seront définies plus tard.